bonjour à tout le monde. Très heureuse de vous retrouver et d'accueillir sur un sujet que beaucoup d'amis et moi vont, j'espère, très heureusement découvrir ou redécouvrir. Donc d'accueillir Nicole Pellegrin, qui est aussi une antiquaire, mais de l'Ouest. On ne peut pas avoir toutes les qualités, hein. Donc, elle n'est pas de Picardie. Mais de l'Ouest. Mais de l'Ouest. Du Poitou. Et qui est donc historienne du vêtement et des relations hommes-femmes et anthropologue honoraire au CNRS. C'est une dame qui a beaucoup de centres d'intérêt. Je n'en ai retenu qu'un, je ne sais pas si c'est le plus important dans votre cœur, mais il m'a touchée. Donc vous avez participé à la création de la Société internationale pour l'étude des femmes de l'Ancien Régime. J'ai trouvé le sujet très intéressant. On fête les 25 ans cette année. Ah, en plus. De l'association. Et aujourd'hui, vous allez nous parler donc de Pierre Chauderlot de Laclos, je l'ai bien prononcé, et de l'éducation des filles au XVIIIe. Je laisse la parole à notre secrétaire pour quelques annonces, et puis après ce sera à vous de faire le show. Alors, je prends la parole. Je suis ravie de le faire et en même temps extrêmement embarrassée, puisque je vais vous parler d'un des plus célèbres amis émois de la littérature française et de l'histoire de France, que comme vous l'avez entendu, je ne suis pas d'Amiens, mais de Poitiers, et que mon intérêt pour Laclos, Chauderlot de Laclos, est un side effect de mes travaux de féministe sur les écrits féminins et l'éducation des femmes au XVIIIe siècle. Les liaisons dangereuses, c'est pour moi un des plus grands romans de la littérature française. Je vais essayer de vous en convaincre, bien évidemment, convaincre de le lire, si ce n'est pas fait, vous convaincre aussi de le relire, mais avec des lunettes d'une vieille dame bigleuse qui s'intéresse essentiellement en ce moment à l'éducation des filles et à l'éducation des filles au XVIIIe siècle. Si bien que, lisant le titre, vous êtes peut-être les unes et les autres un peu surpris par ce coup de projecteur que je vais donner aux œuvres de Laclos, un coup de projecteur qui sera consacré essentiellement à l'utilité éducative des liaisons dangereuses. Je fais attention à ce que je dis, je surprends peut-être certains et certaines qui ont des souvenirs de libertinage, de coucheries de toutes sortes, et qui ne voient pas en quoi et pourquoi un écrivain romancier peut conseiller dans la préface des liaisons dangereuses aux mères de donner à leurs filles, le jour de leur mariage, ce livre sulfureux. Il y a là quelque chose d'un peu intrigant. Est-ce que Laclos voulait nous distraire en faisant appel à nos plus bas, peut-être plus hauts instincts sexuels, ou voulait-il effectivement nous dresser un tableau de toutes les bêtises que les mères peuvent faire en mettant leurs filles au couvent? Tout ça, c'est dans Laclos, mais c'est peut-être pas comme ça que vous l'avez lu vous-même. Pierre Chauderlot de Laclos, né à Amiens, vous le savez tous et toutes, j'y reviendrai, en 1741, est mort à Tarente, sud de l'Italie, en 1803. Ces deux dates sont intéressantes, vous les connaissez bien sûr, mais elles révèlent un personnage à la vie longue et à la vie forcément tourmentée, puisqu'il a réussi à survivre à la Révolution française. Donc voilà déjà un paradoxe intéressant. Cet homme de petite noblesse, on y reviendra peut-être, a survécu aux prisons où il a été enfermé de la Terreur. Un jacobin
qui va tourner favorable à Napoléon. Mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, un pédagogue de la vertu qui écrit Les liaisons dangereuses. Le personnage est intéressant et en soi, mais on va voir que ce qui est surtout intéressant, bien sûr, c'est sa prose. Sur cette première diapositive, vous voyez un superbe portrait par Koucharski, le dernier peintre de la reine, peintre de Marie-Antoinette, qui dans les années 88 a peint non seulement notre héros du jour, mais aussi son épouse, que je vous présenterai tout à l'heure, une Rochaise, une Payse, puisque je viens du Poitou. Un grand amour conjugal, lors même que toutes ces œuvres, et notamment les liaisons, vous savez comme moi, sont un modèle de libertinage, voire de violence sexuelle, ce qui fait que ce livre, que, vu la couleur de les cheveux de la plupart d'entre nous, nous avons lu, est un livre qui, dans un système de cancel culture ou de woke, pourrait être interdit de lecture, puisqu'il prône le viol, il prône la violence entre les hommes et les femmes, et non pas leur égalité. Toutes ces idées en vrac, je vous les livre pour que vous saisissiez les limites de ma présentation, mais aussi l'intérêt qu'il y a peut-être à élargir la focale que nous avons, la plupart d'entre nous, sur les liaisons dangereuses et son auteur. Son auteur, il est portraituré par l'un des plus grands peintres de portraits de cette époque. Ce portrait, vous le connaissez tous et toutes, puisque vous savez qu'il figure sur les cimaises du musée d'Amiens, et que vous devrez, illico, aller le voir. Je tiens à vous dire aussi que jusqu'à il y a 2 heures, je l'attribuais à Quentin Latour, puisque Wikipédia, dans sa notice consacrée à l'accro, orne cette notice par ce portrait et l'attribue à tort à un autre peintre que celui qui l'a réalisé. Ceux qui sont physiologues ou psychologues ou je ne sais quoi pourront me dire ce qu'ils pensent de ce portrait très réussi et où on voit les traits d'un homme en militaire, ce qu'il a été toute sa vie, un ingénieur, l'inventeur du boulet creux. S'il y a des spécialistes des faits militaires aujourd'hui, c'est notre Laclos, votre Laclos, qui a eu l'idée d'évider les boulets, ce qui leur permettait d'avoir moins de poids et évidemment une vitesse bien plus grande. Donc un ingénieur militaire, que l'on voit ici songeur, je ne sais pas ce que vous pensez de ces traits, sachez cependant tout de suite que pour ses contemporains, au moment même où les liaisons sortent et connaissent un énorme succès, est considéré comme un homme froid et jaune. Citation qu'on trouve dans les gazettes de l'époque. Un homme, on dira, retenu, réservé, mais c'est un portrait extrêmement classique. Moins classique peut-être, le manuscrit que je me suis amusée à vous mettre en arrière du portrait et qui est un ensemble de vers tiré d'une de ses plus fameuses poésies, à savoir La Procession. Donc, vous commencez à entrer dans le personnage et dans le vif de ce que je vais essayer de vous démontrer. On a affaire à un militaire ingénieur, on a affaire à l'auteur d'un best-seller, incroyable à la fin du XVIIIe siècle, mais publié anonymement, mais on a affaire aussi à un poète, ma foi, de grande qualité, qui, dès les années 1777, publie dans les revues de poésie françaises, celle-ci étant diffusée dans l'Europe tout entière,
et notamment dans l'almanach des Muses. Des poésies que l'on appelle à l'époque fugitives, il y a des petites chansons, il y a des poèmes qui s'étalent sur 3 pages, et puis il y a cette fameuse procession. Et vous allez me croire, si je vous lis, lisons, ça s'appelle la procession. Je précise, mais je l'ai peut-être fait, excusez-moi, c'est un poème qui n'a jamais été publié, lors même que beaucoup d'autres poésies fugitives l'ont été. Donc vous allez voir le caractère légèrement sulfureux de cette poésie, puisque Lison pourtant regarde les bannières. Lison devait aller à la fête de son village, elle n'a pas eu le temps de s'habiller en entier, Lubin la surprend, elle est en chemise, la procession passe, elle se penche par la fenêtre et en chemise regarde passer la procession. Donc elle regarde les bannières, elle regarde le dais qui passe, elle fait ses prières, etc., etc. Vous imaginez la suite, puisque ces tétons, au passage de la procession, se soulèvent, vont et viennent, et créent beaucoup d'émoi de la part de son promis Lubin. La fin de l'histoire, vous l'imaginez sans peine, agenouillé à la fenêtre. On est entre adultes, hein, je me permets de penser que vous n'allez pas être trop choqués. Si je conclue l'histoire en disant il la prend, alors même qu'elle est en prière. Donc, on est en train d'ajouter une autre couche à ce portrait rapide que je tente d'esquisser de notre Laclos. Poète varié, poète complexe, poète libertin. Mais je devrais aussi dire, et je finirai cette introduction par ce trait-là, que c'est sans doute le plus remarquable des époux que je connaisse de la littérature ou de l'histoire de France au XVIIIe siècle, puisque la Rochelaise, qu'il a engrossée puis qu'il a épousée 2 ans après, fait battre son cœur, j'ai dit corps, et ça, tout le monde s'amuse de mon lapsus, fait battre son cœur jusqu'à sa mort de dysenterie dans les armées consulaires au sud de l'Italie. Donc, un personnage infiniment complexe dont nous allons tenter de voir ensemble certains aspects concernant ce qu'il a pu vouloir faire en écrivant les liaisons dangereuses. Voulait-il éduquer les filles, les femmes, ou voulait-il s'amuser aux dépens des filles et des femmes? C'est la question à laquelle je ne suis pas sûre d'avoir de réponse claire, mais à laquelle je souhaite tous et toutes que vous songiez un peu, au moins après m'avoir entendu. Avant que de me lancer dans ces œuvres littéraires, je dois d'abord vous obliger, les unes et les autres, mais je n'y arriverai pas. Je ne suis pas sûre que tout le monde ait lu Les Liaisons dangereuses, mais je suis sûre que tout le monde a vu l'un ou l'autre des films qui ont été tirés des Liaisons dangereuses. Donc le premier effort que je vous demande de faire, c'est d'essayer de gommer les images, notamment de Dangerous Liaison de Stephen Frears. Vous voyez là le trio formidable que représente Glenn Close en Merteuil, Nicole Pfeiffer en Madame de Tourvel et le diabolique Valmont par derrière. Mais sur cette même diapositive, vous verrez qu'une des premières versions cinématographiques et peut-être une des plus intéressantes, même si elle me dérange quelque peu, de les Liaisons dangereuses, c'est la version de Vadim, où Merteuil, c'est Jeanne Moreau, vous l'avez reconnu, et Valmont, le très charmant, doucereux, aimable Gérard Philippe. C'est pas le Valmont que j'imaginais. Sauf à dire que Valmont est peut-être bête,
comme beaucoup d'hommes, que les femmes sont toutes fortes et machiavéliques, c'est peut-être le cas dans Les liaisons dangereuses, et que peut-être, revoyant ce film, vous trouverez que le choix de Vadim n'était pas si mauvais. Peut-être que la version que je préfère, c'est pas celle de Frears, même si elle m'a beaucoup marqué, c'est celle de Miloš Forman, parue la même année, ou quasiment la même année, enfin, sortie en salle un an après, mais Frears et Forman le réalisaient en même temps, qui s'appelle Valmont. Intéressant aussi de voir que Dangerous Liaison Frears, donc ça c'est la copie conforme du titre français qui au départ, dans l'esprit de la cour, n'était pas les liaisons dangereuses, mais le danger des liaisons. Intéressant, parce que ça montre, si on estime que Laclos est un moraliste, et vous avez compris que c'est peut-être ce que je penserais éventuellement aujourd'hui, le danger des liaisons est plus moralisant que les liaisons dangereuses. Intéressant aussi, mais ça je n'en parlerai malheureusement pas assez aujourd'hui, de voir que l'œuvre de Laclos est une œuvre extrêmement pensée et que jusqu'au titre, il a hésité à le rendre, à lui donner la forme qu'il a aujourd'hui. Je précise ensuite, pour ceux et celles qui aiment le cinéma comme moi, qu'une version coréenne par Lee Jang, prononciation incertaine, Young, Untold Scandal, qui se passe au Moyen-Âge, est une des versions les plus intéressantes des liaisons dangereuses que je connaisse. Et vous saisissez les unes et les autres qu'il est très intéressant de les comparer, bien évidemment. De voir quel titre on donne au film, mais aussi de voir quel âge on donne aux protagonistes. Dans le Frears, Valmont est un homme dans la quarantaine au moins, Tourvel dans une bonne trentaine, et Merteuil est relativement âgé. Et si j'aime mieux la version Miloš Forman, c'est qu'il a accepté de faire de Merteuil et de la petite Cécile Volanges deux gamines. Et là, si vous relisez Les liaisons dangereuses, la grande rouée, la grande machiavélique, la grande féministe, qui est peut-être Merteuil, n'avait pas dépassé la trentaine, lors même qu'elle était déjà veuve. Et donc, ces films sont intéressants, mais vous avez compris, je ne devrais pas m'appesantir sur eux, puisque ce que je fais, c'est vous inviter à gommer toutes ces images, parce que ça qui date à peu près de l'époque de la parution des liaisons dangereuses, sont de cet acabit. Et il est intéressant de voir que dans la première édition illustrée, il y en a eu une vingtaine qui étaient sans images auparavant. Je le dis, je le redis, en France contrefaçon, à l'étranger aussi, et même des versions allemandes et londoniennes. Et la première version illustrée, c'est celle de 1796, qui n'a pas de nom d'éditeur, et qui est ornée des deux beaux frontispices que vous voyez vaguement de part et d'autre, et qui vous plonge, je l'espère du moins, dans une atmosphère tout à fait différente que les aimables bergeries Louis XV, décors et costumes choisis par les cinéastes contemporains. Je l'ai peut-être oublié de le dire jusqu'alors, mais vous le savez aussi bien que moi, Les liaisons dangereuses, première édition, c'est 1782. Donc, ce sont les femmes avec des perruques monstrueuses et très hautes, ce sont des robes qui commencent à être un peu plus allégées qu'elles l'étaient au temps de Louis XV. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant pour quelqu'un qui, comme moi, s'intéresse
aux vêtements et à leur transfiguration cinématographique ou théâtrale, de voir que nos cinéastes contemporains décalent dans le temps et sont totalement anachroniques que lorsqu'ils habillent, Frears le fait comme formal, leurs personnages en vêtements Louis XV. Et du même coup, le dépaysement complet que nous offre Lee Jang-yong est intéressant parce que, comme on est dans un monde qu'on ne connaît pas, on est plus peut-être accroché aux violences que nous narre le Liaison dangereuse elle-même. Retour rapide sur les frontispices qui ornent cette édition illustrée en 2 volumes. Donc, frontispice 1, vous voyez un homme et une femme sur un ciel d'orage tourmenté, liés l'un à l'autre par un serpent. L'image est assez belle, hein, Merteuil et Valmont qui s'aiment et se haïssent en même temps et qui sont en train de fouler aux pieds une pauvre innocente, la pauvre petite de Volanges, qui, comble de preuves de son innocence, serre dans ses bras un mouton qui va être sacrifié, puisque même si vous n'avez pas lu Les Liaisons dangereuses, je vais avoir beaucoup de mal, parce qu'il ne faut pas que je raconte l'histoire, s'il y en a certains ou certaines qui ne l'ont pas lu, mais je vais avoir de temps en temps envie de dire que la petite, elle se fait violer, hein, c'est clair. Et que, oreilles chastes ou politiquement correctes, fermez-les, les oreilles, elle y a pris du plaisir. Et Madame de Tourvel aussi. Donc, ce roman est extrêmement choquant pour certaines et certains, non pas tant de l'époque que de notre époque aujourd'hui. Puisque peut-on avoir du plaisir lorsqu'on se fait violer? Alors, la petite Volanges ne va pas avoir une carrière amoureuse très longue et très jouissive, mais il n'empêche qu'il y a des ambiguïtés dans ce roman qu'il ne faut pas oublier d'avoir en tête. Et le 2e volume, alors, est-ce que je vous dis que Les Liaisons dangereuses se terminent bien ou pas? Si je pose la question à celles et ceux qui ont lu le roman, qui est-ce qui estime que ça se finit bien? Qui est-ce qui estime que ça se finit mal? Et vous voyez que je lève aussi le doigt, parce que je ne suis pas sûre que Merteuil, finalement, elle a beau avoir beaucoup de déboires, elle stagne. Elle part aux Pays-Bas, elle a une cassette pleine d'or. Interrogation, interrogation, que je vous lis. En tout cas, le graveur et les artistes qui ont contribué, dont la belle-sœur de Fragonard, dont Charles Monet, enfin toute une clique de gens de très grande qualité, ces images mériteraient d'être analysées de très près. En tout cas, la gravure du 2e tome nous montre la vérité toute nue qui chasse du monde celle par qui la faute serait arrivée, à savoir Merteuil qui tombe en panoison. Alors on est en plein monde, époque du roman gothique, pré-romantique, donc vous avez encore des éclairs, vous avez encore des nuages, etc. Et en bas, vous avez un corps d'homme fracassé, je ne sais pas qui, je ne dis pas qui c'est, mais beaucoup d'entre vous savent de qui il s'agit, et qui se venge en livrant des lettres à la postérité, qui nous permettent d'ailleurs de pouvoir lire Les Liaisons dangereuses. Les Liaisons dangereuses étant, bien sûr, et ça vous le savez comme moi, un roman épistolaire, c'est-à-dire un roman avec une histoire qui se déroule dans un espace-temps relativement réduit, d'août à janvier, et qui est constitué par 175 lettres. Donc c'est un roman épistolaire, comme La Nouvelle Héloïse, comme Fanny Butler, comme tous les romans, beaucoup de romans de cette époque. Alors, c'est intéressant de regarder ces images de l'époque et de voir, et ça vous le ferez sans moi,
les manières qu'on a eues d'illustrer jusqu'à une date récente, y compris dans le cinéma, des épisodes clés comme la fameuse lettre 81, qui est une des plus belles lettres d'amour de la littérature française, que Valmont adresse à la présidente Tourvel, celle qui est jouée par Pfeiffer, et qu'il écrit au bordel, sur le dos d'une prostituée. Je ne raconte pas l'histoire, hein, mais je donne les faits, et qui est un monument érotique, si vous faites bien attention, à lire à quel moment notre ami Laclos va à la ligne. Je t'aime, je t'adore, je n'arrête pas de penser à toi, ma passion monte, je monte, ça monte, ça monte. Tout le monde me suit, hein, on est entre adultes. Je ne résiste plus, il va à la ligne. Je reprends la ligne. Tout le monde a compris, adulte. Mais quand j'ai lu, j'avais peut-être 18 ans, et j'étais bien naïve, je n'avais pas compris que la pause, c'est les satisfactions sexuelles qu'il tire de la prostituée qui lui a servi de secrétaire, et que ce blanc dans la page est quand même assez extraordinaire, puisqu'il a assouvi son désir, et il dit « Je suis tellement heureux de penser à toi ». Gloops, gloops. Évidemment, la présidente recevant ça sera bouleversée, émue, etc., etc. Alors, je passe sur les autres images, puisque il me faut maintenant être peut-être un peu plus précise. Mais vous voyez la complexité du personnage, la complexité de l'œuvre et des œuvres du personnage. Et c'est la raison pour laquelle je suis lourde, c'est les manies des vieux profs. Il faut non seulement lire les liaisons, mais aussi les redire et voir, selon les âges auxquels on lit les liaisons. Moi, j'ai été amoureuse de la présidente Tourvel. C'est évident. J'ai toujours trouvé que la petite Volange, c'était une nièce. Aujourd'hui, je me dis c'est une victime. Et en réalité, tout le monde l'a déjà compris, mon héroïne, celle à laquelle j'aimerais pouvoir m'identifier, c'est Merteuil. J'aurais envie que vous me disiez si vous, alors vous les hommes d'ailleurs, est-ce que Valmont c'est celui auquel vous êtes identifié? Est-ce que c'est le palichon de Danceny, mais qui est cependant un extraordinaire musicien, qui fait des rimes et des poèmes très beaux? Là aussi, relisez les liaisons dangereuses en voyant qu'il y a des phrases qui sont construites comme des alexandrins, que vous avez des portions de sonnets ici ou là, et les autres personnages. Alors, un militaire frustré, Froidgeot, mais aussi un écrivain à succès. C'est un étrange bonhomme, vous l'avez déjà compris, que notre Choderlos, et je dis tout de suite, puisque je ne vais pas passer trop de temps sur sa biographie, que le meilleur livre à lire sur lui, c'est évidemment la biographie de Jean-Paul Berthaud qui se trouve dans toutes les bonnes bibliothèques. Alors, il est né à Amiens, peut-être aurez-vous d'ailleurs des renseignements à me donner que je n'ai pas su ou pas pu glaner en venant travailler aux archives ici, dont le père est de petite noblesse récente et qui, pour agréger sa famille à la noblesse militaire, va pousser son fils à faire l'école royale d'artillerie de la Fère, et école dans laquelle il sera un très brillant élève. On est dans la génération des Bonaparte. Hein. Il faut bien recontextualiser le personnage et son œuvre, puisqu'on est dans un ancien régime finissant, où les femmes essayent de gagner la possibilité de s'exprimer autrement qu'en pondant des enfants et en travaillant en coulisses pour le bien-être de leur
famille, je parle des milieux aristocratiques et favorisés, un milieu aussi qui est travaillé par des idées de liberté et d'égalité. Et ces idées s'exprimant notamment dans des cercles comme les cercles francs-maçons, comme le sont beaucoup de militaires de cette époque-là, notre Laclos, en garnison, va devenir franc-maçon. Il a une vie itinérante puisqu'il a été à Grenoble. C'est là où il aurait rencontré une dame qui ressemble beaucoup à Merteuil et qui finit elle aussi très mal, ou très bien. Je n'ai pas donné d'avis tout à l'heure. Il se trouve à La Rochelle, dans l'île d'Aix, où il travaille aux fortifications, à Besançon. Il fait des expériences, lors même qu'il se révèle en explorateur. C'est l'époque des grands voyages, Bougainville, etc. La fin de la guerre de libération, d'indépendance de l'Amérique l'empêche d'aller là-bas. Il a rêvé de partir du côté de Tahiti, ça n'a pas marché. C'est donc un homme romanesque, au sens trivial du terme, qui rêve d'ailleurs sur terre, c'est-à-dire aller dans les pays exotiques, mais aussi qui rêve d'un ailleurs plus égalitaire et qui, comme beaucoup d'hommes de sa génération, rêve d'une plus grande égalité, lors même qu'il vit dans une société d'ordre où la naissance conditionne totalement l'ordre hiérarchique. C'est la raison pour laquelle il est logique qu'on le voit fréquenter les cercles orléanistes et devenir le secrétaire de Philippe d'Orléans. C'est la raison pour laquelle il se trouve à ce moment-là fréquenter des gens comme Condorcet, comme Olympe de Gouges, la Société des Amis des Noirs. Il y a beaucoup de réflexions sur l'esclavage des femmes dans les liaisons dangereuses et dans ses traités sur l'éducation des femmes, et des formules que l'on retrouve notamment chez Olympe de Gouges, une de mes grandes autres héroïnes. Il connaît les prisons de la terreur, je l'ai dit tout à l'heure, et il publie, car la vie de garnison permet de connaître, de fleureter, comme on dit à l'époque, ici ou là, de semer des petites graines aussi pour le plus grand malheur des filles qui sont ainsi engrossées, et d'écrire. Et donc il écrit des poésies fugitives, un opéra comique qui n'a jamais été joué, et le fameux roman des liaisons dangereuses. Mais, et c'est la raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui, il est aussi l'auteur, l'année qui a suivi les liaisons dangereuses, de 3 essais sur l'éducation des femmes. Donc, pédagogue autant que romancier libertin, Laclos nous intéresse et nous intrigue, puisque qu'est-ce qu'il est vraiment dans les liaisons dangereuses? Je l'ai déjà dit. Il est l'auteur aussi d'un contre-éloge de Vauban, c'est moi qui rajoute le contre, qui lui a valu presque autant de succès, voire d'inimitié, que les liaisons dangereuses. Puisqu'à cette époque-là, le grand héros de l'histoire militaire de la France, c'était Vauban. Il a montré que c'était un classique qui figeait les mouvements militaires et qui n'avait donc pas, méritait pas tous les éloges qu'on fait sur lui. Et last but not least, mais ça n'a été publié que dans les années 1900, une correspondance familiale qui sut l'amour, l'affection, la générosité, non seulement à l'égard de son épouse, mais aussi de ses enfants, dont une fille. Et lors même qu'il est emprisonné à Paris, deuxième emprisonnement, puisqu'il en a connu 2, il a connu 13 mois dans les geôles jacobines, lors même qu'il a été membre de la Société des Amis des Constituants, puis jacobin lui-même. Et dans cette correspondance, j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, qu'il préconise, pour sa fille au moins, mais c'est aussi le cas dans les traités de l'éducation des femmes, que les femmes
doivent savoir lire, bien sûr, broder, bien sûr, mais aussi écrire et lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour sa fille, il préconise qu'elle sache les lettres, comme on disait à l'époque, mais aussi l'agronomie, mais aussi les sciences, mais aussi la physique. Et donc, c'est très intriguant, très étonnant. Lors même, là encore, je me répète avec ce lors même, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je n'arrête pas de le dire, mais bon, excusez-moi, lors même, qu'il va dire dans la dernière version de son traité d'éducation des femmes, que les femmes, elles doivent lire beaucoup, mais ne doivent jamais montrer qu'elles ont lu toute la littérature de l'époque. La littérature de l'époque, ce sont les philosophes des Lumières, ce sont les moralistes, y compris chrétiens, et peut-être aussi les romans, alors qu'à cette époque-là, les romans sont considérés comme trop dangereux à donner à lire par les filles. Les liaisons dangereuses, on y arrive. La page de titre de la première édition 1782, soi-disant publiée à Amsterdam pour se protéger de la censure, est un ouvrage anonyme puisque c'est ce recueil de lettres par Monsieur C. de L ne devrait pas indiquer que c'est Choderlos qui en est l'auteur. Ce titre est intéressant, Les liaisons dangereuses, ou lettres recueillies dans une société et publiées pour l'instruction de quelques autres. Prudence et en même temps jeu de dupe ou de clairvoyant, puisqu'il est en train de nous dire que je n'ai pas écrit un roman, malgré ce titre accrocheur, mais je publie tel quel, c'est dans la préface, sans les corriger du tout, des lettres réelles qu'il aurait recueillies dans un salon quelconque ou dans une famille, et qu'il publie tel quel pour l'instruction de quelques autres. Intéressant, mais ça vous l'avez déjà fait, cette distinction dans vos têtes entre éducation et instruction. Et vous avez vu que, maladroitement, j'ai oscillé de l'un à l'autre. L'éducation, c'est quelque chose de beaucoup plus, un ensemble, non seulement de savoir, mais de manière d'être, que l'éducation nationale actuelle devrait inculquer à toutes nos chères petites têtes blondes, l'instruction étant quelque chose de plus précis, mais qui, dans le jargon du XVIIIe siècle, veut dire essentiellement instruction morale. Donc, ce titre nous dit que, 1, c'est des vraies lettres, mon œil, 2, que c'est fait pour instruire les femmes. L'exergue, c'est une citation de Rousseau, et il se met sous un parapluie rousseauiste dont on va voir de nombreux échos dans le reste de ses œuvres. Le reste de ses œuvres, c'est, comme je l'ai dit, beaucoup de choses, mais entre autres, 3 essais restés manuscrits qui étaient des réponses à une question posée par l'Académie de Châlons en 1782. Faut-il et comment faut-il éduquer les femmes? Alors, autre thème à la mode, des revendications politiques, je le disais tout à l'heure, un désir de plus grande liberté, un désir de méritocratie pour réorganiser la société, et donc, réorganisons la société, donnons l'égalité aux femmes comme aux hommes. Mais tous les hommes, et sans doute les femmes de cette époque-là, qui réfléchissent à ces questions-là, se disent, mais est-ce qu'on peut éduquer des esclaves? Est-ce qu'on peut éduquer des esclaves? Et dans le premier essai écrit par Laclos pour répondre à l'Académie de Châlons,
il dit cette chose définitive et qui va me permettre de prendre la porte tout de suite. Les femmes sont inéducables. Pourquoi? Parce que ce sont des esclaves. Et alors, c'est très intéressant, puisqu'à la même époque, on réfléchit sur l'éducation des esclaves noirs qu'on rêve éventuellement, dans le siècle et les siècles, libérés. Est-ce qu'ils sont dignes et est-ce qu'ils peuvent être véritablement éduqués? Si bien qu'il écrit un premier essai dont il ne reste qu'un brouillon de 3 pages. 2 mois après, il reprend la chose, et là il écrit un essai de 43 pages, où il fait une défense et illustration de la femme naturelle. Retour à la case départ rêvée par Rousseau, la femme sociale telle qu'elle est dans les sociétés occidentales ne peut pas être éduquée. Mais peut-être que si on arrivait à revenir à notre mère Ève, où les femmes seraient libres, où les femmes allaient très régulièrement, où les femmes seraient habillées sans corset ni rien du tout, elles pourraient penser, dans une deuxième phase, mais dans un millénaire seulement, à accéder à l'éducation des hommes et donc au même statut qu'eux. Et si bien que ça tourne court, la femme naturelle, ça n'existe pas, que dans l'imaginaire de Rousseau, éventuellement de Laclos. Si bien qu'il écrit, il se remet au turbin, à la plume, et il écrit 10 pages de plus. Et là, il a ce fameux plan d'instruction des femmes, dans lequel il dit au moins que les femmes se mettent à lire des choses sérieuses. Les philosophes des Lumières, les moralistes, et éventuellement quelques romans expurgés par leur mère. Laclos révolutionnaire, et en même temps limité par les conditions d'expression de la liberté et de l'égalité à cette époque. Alors, un roman épistolaire, j'en ai déjà dit un certain nombre de mots, qu'il faut lire à la manière des historiens structuralistes de la littérature, de voir combien de lettres sont envoyées, reçues par chacun des personnages. Et si on fait un petit comptage un peu arbitraire comme celui que j'ai fait, on voit bien que c'est quand même ce foutu Valmont qui est au cœur du récit. Alors que, en réalité, nous savons que celle qui tire les ficelles, celle qui va pousser Valmont à séduire la petite Volanges, c'est Merton. Et je pourrais passer au moins 1 heure sur ces comptages, et je vous offre une autre version de la fameuse lettre dont je parlais tout à l'heure. Alors, ça m'oblige maintenant, lors même que le temps file à grande vitesse, de revenir à ce qu'était l'éducation des filles à cette époque-là. Je parle, et je vais parler essentiellement, de l'éducation, de l'instruction qui pouvait être donnée au fil des classes les plus favorisées. Celles qui, comme les personnages des Liaisons dangereuses, je ne l'ai pas dit, mais ça tout le monde l'a bien compris, ont développé de domestiques à leur service, ont des revenus terriens ou qui leur viennent de leur charge à la cour ou dans les armées, qui font qu'elles sont totalement à l'abri du besoin. Donc c'est une frange de femmes qui est extrêmement limitée, bien évidemment, dont nous parle Laclos, et qui ont assez de privilèges pour offrir à leurs filles autre chose que les quelques écoles paroissiales que certains ecclésiastiques dans certaines paroisses, faites bien attention à mes certains et certaines, peuvent recevoir pendant 1 an ou 2 ans, et qui consistent essentiellement et presque exclusivement à apprendre leur prière et à lire. Et à lire.
très éventuellement à écrire, puisqu'on est dans un système, vous le savez comme moi, où on apprend d'abord à lire, d'abord par cœur, puis après à lire, puis ensuite à dessiner des lettres et éventuellement à écrire. Or, ce système que je décris pour les quelques petites écoles qui peuvent être ouvertes aux filles, c'est à peu près la même chose qui existe dans le lieu par excellence d'éducation et d'instruction des filles à cette époque-là, à savoir les communautés religieuses. Les communautés religieuses qui accueillent, dans certains cas, des filles toutes petites, mais qui très souvent ne font que, l'expression est du temps, finir leur éducation. C'est-à-dire vérifier qu'elles sachent suffisamment le catéchisme et leurs prières pour recevoir l'hostie lors de leur première communion. Madame Roland, par exemple, n'a pas été élevée au couvent, sauf 1 an et demi pour se préparer à recevoir la communion. Et du même coup, c'est une éducation qui est à l'époque, dans les milieux anticléricaux, mais sans la dureté que cet adjectif peut avoir aujourd'hui dans notre République joyeusement et heureusement laïque. J'ai oublié le début de ma phrase, mais je vais me retomber sur le pied. Il est évident que c'est une formation extrêmement étriquée. Et il est intéressant de voir que la petite Volange et le début des liaisons dangereuses, c'est la première lettre et celle de la petite Volange qui, ayant été sortie de force du couvent où elle était très heureuse avec ses copines, a été sortie par sa mère, ne sachant à peu près rien, un peu de lecture, un peu d'écriture, et elle écrit à une de ses copines restée au couvent. Cette première lettre, dont vous avez le manuscrit sous les yeux, est extrêmement intéressante parce qu'elle nous montre qu'elle ne connaît rien à rien, sauf ce b.a.-ba que je viens de décrire. Intéressant aussi de voir le talent littéraire de Laclos qui va donner à la petite en question, elle a 14-15 ans, elle est donc bonne à marier, un ton et un style épistolaire de gamine. Et là, si vous relisez les liaisons dangereuses, soyez, je vous en prie, attentifs à la diversité des tons et des styles utilisés par Laclos lorsqu'il écrit une lettre soi-disant de gamine, une lettre de rouée, une lettre de marquise, une lettre de domestique. Je passe là-dessus, mais lors de la rédaction dans cette première lettre, la petite va dire à sa copine « Imagine-toi que je regarde par la fenêtre tous les jours tous les hommes qui passent pour savoir qui on va me faire épouser. » Dans un monde qui est du bas en haut de l'échelle sociale, un monde où tous les mariages sont arrangés par les parents. Elle voit arriver un monsieur, ma foi, fort bien mis, tout de noir vêtu. Elle s'imagine que c'est son promis. Et qu'est-ce que c'est? C'est en fait un cordonnier qui vient la chausser, puisqu'à l'époque, évidemment, toutes les chaussures, tous les vêtements étaient sur mesure, sauf ceux qu'on achetait d'occasion. Donc, vous comprenez qu'en commençant les liaisons dangereuses par cette lettre-là, c'est une diatribe de l'éducation conventuelle que nous livre Laclos. En tant qu'historienne des femmes et du fait religieux, je peux vous dire là-dessus qu'il est de parti pris complètement. Tous les couvents ne sont pas des lieux d'ignorance, tous les couvents ne sont pas des lieux
d'enfermement au XVIIIe siècle, mais bien au contraire des lieux où les jeunes femmes ou jeunes filles peuvent échapper au cercle familial et apprendre non seulement à broder et à danser, mais à lire et à lire autre chose que des prières. Fin de ma parenthèse. Alors, la fin des liaisons dangereuses, c'est terrible, puisque quand vous arrivez au bout, il y a des fausses couches, des couvents. Les couvents, à l'époque, c'est un genre littéraire. Écrire un couvent, c'est écrire comme on écrirait des histoires de vampires aujourd'hui. Lieux noirs, sombres, lugubres, des lesbiennes qui courent après les filles, et quand elles ne courent pas après les filles, elles les flagellent, etc., etc. Des morts violentes, peut-être d'amour, je ne dis pas, mais vous le savez bien sûr, qui meurent à la fin, qui meurent au cours de l'histoire. Il y a le déshonneur, très important dans une société hiérarchisée par les ordres comme c'est à cette époque-là. La variole, qui défigure la plupart des hommes et des femmes à cette époque-là. On voit les jolis portraits de Quentin Latour ou de Koucharski. Vous avez vu le portrait de Marie Soulange du Perret tout à l'heure. Tout le monde était complètement recouvert de cicatrices. Donc tous les portraits qu'on a dans nos musées, c'est de la rigolade, tout a été lissé, arrangé, etc. Et je peux le dire, Merteuil, à la fin du roman, a subi 1000 outrages, mais notamment celui de la variole. Elle est peut-être ruinée, elle prend la fuite, c'est un coup sûr, et entre-temps, on a eu les mères qui sont des incapables, un viol, mais en même temps l'apprentissage du désir et de son assouvissement, peut-être la découverte de soi, et en tout cas la guerre des sexes. Intéressant d'ailleurs de voir aussi que dans l'édition londonienne dont je vous ai montré les frontispices tout à l'heure, il y a une gravure, à mes yeux, tout à fait intéressante. La petite Volanges va être confiée par sa mère, elle l'a mise au couvent, puis après, elle la confie à sa meilleure amie, Madame de Merteuil, en disant « Celle-ci a l'habitude de la vie, elle est veuve, et elle va apprendre la vie au sens le plus moral du terme à sa petite Cécile. » Alors, en réalité, qu'est-ce qu'elle va apprendre, Cécile? Auprès de Valmont, même ce qu'on n'ose parfois pas demander aux filles dont c'est le métier. Donc l'apprentissage licencieux de la petite est total par Valmont. Je dis tout de suite, pour ceux qui sont des habitués des films ou des livres porno, vous ne trouverez aucune satisfaction physique ou imaginaire dans les liaisons dangereuses. On est en 1782 et tout ça est gazé, comme on dit à l'époque. Moi, je n'avais jamais compris, jusqu'à il y a 20 ans, que la petite Cécile avait été violée. Parce que c'est dit de telle sorte que de fil en aiguille, ben voilà, elle a perdu son puçage. Mais en fait, Laclos explique bien qu'il lui a pris 1000 choses de plus. Et vous avez admiré sur la diapo sans les précautions d'usage. Pas de condom, pas de protection, quoi donc? La maladie vénérienne et la grossesse. Donc, il y a une violence sexuelle dans les liaisons dangereuses qui peut passer totalement inaperçue, parce que si vous lisez sans précaution d'usage, vous vous dites, bon, sans précaution d'usage. Vous voyez maintenant, je l'espère, ce que ça implique. Mais si vous regardez l'image de Merteuil en train d'apprendre comment se conduire dans la vie à la petite Cécile, il y a des gestes qui ne sont pas ceux de Valmont, mais qui sont de l'amour entre les femmes. Elle fait découvrir son clitoris à la petite. Ce n'est évidemment pas dit dans le texte, mais l'image est totalement explicite. Donc,
il faut que vous chaussiez vos lunettes de pervers et de perverse si jamais il vous prend l'envie de relire Les liaisons dangereuses. Et j'espère que j'aurai abouti au moins à cet objectif, bien évidemment. Et là, mais c'est ça le cœur et la beauté des liaisons dangereuses. Il va falloir d'ailleurs que dangereusement je m'approche de la fin. C'est que Madame de Merteuil exprime dans ce roman des revendications inaudibles, impossibles. Certaines diront féministes, je dirais peut-être proto-féministes si je suis prudente, puisqu'on a une violente harangue contre les hommes et ce qu'il faut subir aux femmes. Mais surtout, on a la démonstration par Merteuil, réussie ou non, d'une carrière de femme qui a eu tous les hommes qu'elle voulait. On parle d'homme à femme, mais des femmes à hommes, c'est le cas de Merteuil. Mine de rien, ça nous touche, sans que personne n'ait jamais rien soupçonné de ces manœuvres. Et vous le savez que c'est pour, je ne l'ai pas dit exprès jusqu'alors, pour ramener dans son lit, sans le lui dire, Valmont, que Merteuil va pousser Valmont dans la couche pure de la pauvre vierge qu'est Cécile Volanges. Je résume, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et je ne veux pas en dire plus long. Mais quand Merteuil nous dit où est le mérite qui soit véritablement à vous né pour venger son sacre, il nous faut les femmes. Il me faut, moi femme, vaincre ou périr. Et vous avez entendu ce que je viens de dire, c'est que Merteuil fait la démonstration de la possibilité qu'elle s'est donnée en s'éduquant elle-même, la possibilité qu'elle s'est donnée de se libérer du joug de l'esclavage qui pèse sur les femmes à cette époque-là. Mais ce n'est pas une féministe. Ce n'est pas une féministe parce qu'elle se dit femme d'exception. Elle méprise toutes les femmes de son entourage au point de dévoyer la petite Volanges et de dire pique-pendre de toutes les femmes de son entourage, disais-je. Et donc, qui dit féminisme dit nécessairement, c'est mon point de vue, un combat collectif. Il n'y a que les combats collectifs, point de vue de citoyenne et pas seulement d'historienne, qui peuvent permettre de changer le monde. Et quand on dit que Merteuil est féministe, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'elle ne pense qu'à elle, elle réussit ou elle échoue, c'est à vous de voir. Mais elle réussit ou échoue. Pourquoi? Parce que non seulement elle n'est pas allée au couvent, non seulement elle n'a pas dans sa famille reçu le deuxième type d'éducation que reçoivent les filles privilégiées de l'époque, qui est des frères qui ont des précepteurs et qui permettent ainsi à leurs sœurs de profiter de leurs propres leçons. C'est le cas d'Émilie du Châtelet, c'est le cas de toutes les grandes philosophes de cette époque-là. Mais une fois qu'on a dit ça, on a oublié le troisième type central d'éducation des filles à cette époque-là, celle dont se vante avec tant de talent Merteuil, c'est-à-dire l'autodidaxie. C'est-à-dire s'apprendre soi-même tout ce qui n'a pas pu être glané dans un système éducatif qui ne fournit aux filles que des bribes religieuses essentiellement et pas du tout à la vie. Et la fameuse lettre la plus courte des liaisons dangereuses, la lettre 153, vous la connaissez tous et toutes par cœur, c'est « Eh bien,
la guerre. Et si vous voulez comprendre le système d'éducation et d'auto-éducation que s'est donné Merteuil, c'est bien sûr la lettre 81 à laquelle vous devez vous plonger. Alors, je ne répète pas ce qu'à longueur de temps notre Merteuil explique. Qu'ai-je de commun avec ces femmes inconsidérées? Elle explique, dans cette lettre qui est très très longue, qu'elle a appris le monde, elle a appris la littérature, elle a appris la philosophie en observant et en lisant. Mais pourquoi? Pour pouvoir combattre corps à corps les hommes, et notamment Valmont. Et pour cela, dit-elle, il faut vaincre ou périr. J'aurais aimé avoir 3 heures de plus et vous lire tout au long cette lettre 80. Alors, redondante par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure, il faut lire les traités d'éducation de cette époque-là. J'ai dit qu'on s'agitait beaucoup dès la fin du XVIIe siècle. Cette question de rendre plus égales, plus libres les femmes. Et donc, il faut les éduquer. Et un des plus beaux traités d'éducation de l'époque, c'est bien sûr Fénelon qui nous le livre en 1687, mais qui nous explique encore et encore, et ce sont des leitmotifs qu'on trouvera encore chez Monseigneur Dupanloup au milieu du XIXe siècle, que si on instruit les femmes, il faut toujours leur apprendre la bienséance et surtout la modestie par rapport à leur savoir. Et deuxième point, essentiel, à quoi ça sert l'éducation des femmes? Non pas vraiment à les libérer, mais à les rendre plus aptes à éduquer leurs propres enfants. Et même à Saint-Cyr, même Madame la Grande Maintenon, même ses consoeurs, les dames de Saint-Cyr, nous disent à peu près la même chose. Apprenez mes sœurs, mais ne soyez jamais pédantes, c'est-à-dire ne dites jamais que vous savez. Et finalement, le dernier essai de Laclos sur l'éducation des femmes ne nous dit pas grand-chose d'autre. Alors, je pourrais prolonger votre sommeil ou votre ennui, mais je vais vous libérer bientôt. J'ai évoqué les romans épistolaires, mais j'aurais dû inciter sur le fait que dans les couvents, comme dans les manuels de cette époque-là, on apprend aux filles, beaucoup plus qu'aux garçons, à écrire des lettres. Et c'est pourquoi c'est un tel succès que l'essai épistolaire, la philosophie, la morale, les traités d'éducation, comme celui que j'aime beaucoup de la Biraire, l'école des jeunes demoiselles ou lettre d'une mère vertueuse à sa fille, avec les réponses de la fille à sa mère. Là, on aurait bien aimé que Madame de Volanges ait lu ce livre qui est contemporain des liaisons dangereuses et est un ouvrage, un essai entièrement parlé. Je m'arrête. Je m'arrête en vous remerciant beaucoup de votre attention, en espérant que vous aurez des questions à me poser, mais aussi peut-être en ajoutant 2 petites touches à ce que j'ai dit jusqu'alors. Dans la réponse préliminaire à la première version de l'éducation des femmes de Laclos, j'ai bien dit, c'est resté manuscrit, c'est resté inachevé. Mais ça nous permet peut-être de réinterpréter différemment les liaisons dangereuses. Laclos nous dit quoi? Dans l'état actuel de la société, une femme telle qu'on peut la concevoir formée par une bonne éducation serait très malheureuse en se tenant à sa place et très dangereuse si elle tentait de sortir donc de la place qui lui est faite dans sa société de ce temps. Apprenez qu'on ne sort de l'esclavage que par une grande révolution. Et là, on comprend beaucoup pourquoi Laclos s'est engagé auprès de Philippe Égalité, pourquoi il a été membre des Jacobins,
pourquoi aussi il n'a pas suivi jusqu'au bout Robespierre et les prolétaires qui étaient guidés par ces jacobins les plus durs. Il ajoute, partout où il y a esclavage, il ne peut y avoir d'éducation. Et donc, je suis heureuse de finir sur une note qui montre que je n'ai pas, et que je ne veux pas résoudre la question de est-ce un pédagogue de la vertu ou, au contraire, un immense rusé, romancier, habile romancier, libertin puissance 13. C'est à vous d'en juger. Et c'est à vous, avant de lire peut-être les liaisons dangereuses, ou après avoir lu les liaisons dangereuses, relire les 2 préfaces de Laclos dans l'édition de 1782. Vous êtes peut-être de celles et ceux qui, à tort comme moi, ne lisent pas les préfaces avant le roman lui-même. Or, cette préface double, elle était très intéressante. La première préface est intitulée « Lettre de l'éditeur ». L'éditeur, c'est évidemment Laclos, qui dit « Ne croyez rien de ce qui est dans ce récit. C'est pas vrai, ces lettres n'ont jamais existé, c'est du pur roman. De toute façon, les femmes, à une époque aussi philosophique que la nôtre, ne peuvent pas être aussi méchantes ou bêtes que cela. » Bien. Suivi ensuite d'une lettre du rédacteur qui nous explique sur 3 fois plus de pages que ces lettres sont vraies. C'est la raison pour laquelle il a gardé un style si varié à ces lettres. Et que c'est là, c'est l'avant-dernier paragraphe, qui nous dit « Ce livre peut être très utile contre les couvents, contre l'aristocratie de cour, contre, et où il nous dit que les filles, lorsqu'elles sont mariées, devraient recevoir la veille de leurs noces, mes sœurs, imaginez-vous recevoir de votre maman, la veille de vos noces, une version des liaisons dangereuses pour vous mettre en garde contre le monde. Je vous mets en garde contre le monde, je vous souhaite une bonne année, bonne santé, 1000 choses, et je vous remercie beaucoup de votre attention. Décoiffante. Chacun trouvera le mot qui lui convient, moi ça me va bien. Merci beaucoup. Très, très curieux, mais bon. Eh bien, la parole est à vous. Un peu foutraque, j'espère, pour mettre les choses en place si nécessaire. Alors, en règle générale, la première question, c'est jamais la plus simple, mais alors là, je crois qu'on va battre tous les records. Oui, je crois. Ben, pas de questions, chouette. C'était clair. Non, je fonce au musée, revoir les portraits de Tucharski. Merci beaucoup pour votre communication absolument passionnante. Je vais vous poser une question qui n'a absolument rien à voir avec l'essentiel du contenu, mais avec une allusion en 1795. Vous expliquez que Jonathan Laclos publie un livre, avec une question, posée la question est-ce qu'il a été publié, de la guerre et de la paix. Je voulais en savoir un petit peu plus là-dessus. Je suis très vieille et soudain. En 1795, vous avez indiqué sur un de vos clichés, de diapositives, que Choderlos de Laclos a écrit un livre de la guerre et de la paix. Et avec entre parenthèses, vous posez la question est-ce que ça a été publié? Alors, je voudrais en savoir un petit peu plus là-dessus. Ça n'a pas été publié. Alors, beaucoup. Y compris, ça n'a pas été republié dans l'édition de la Pléiade, dite des œuvres complètes. Et il semblerait qu'il y ait encore des manuscrits qui ne sont pas à la BNF. C'est intéressant d'ailleurs que Laclos avait gardé beaucoup de pièces non publiées, mais soigneusement rangées dans des portefeuilles, et que tout ça a été livré par
sa belle-fille dans les années 1850 à la Bibliothèque nationale. Mais il est passé dans tant de lieux qu'on se demande s'il n'y a pas encore des manuscrits qui traînent. Mais le texte sur la guerre et la paix que je n'ai pas lu, je dois l'avouer, n'a pas été publié. Merci de cette question. Je voudrais vous dire que je vous remercie pour cet exposé. J'ai lu ce roman quand j'avais 16 ans, donc à mon avis, je n'ai pas compris grand-chose. Mais ça me donne envie de le relire. Je voudrais vous demander si vous avez lu la suite qu'a écrite... Madame Riccoboni. Pardon? Madame Riccoboni. Oui, je l'ai lu il y a très très longtemps. J'ai trouvé ça passionnant à l'époque, mais je voudrais savoir ce que vous en pensez. Alors, cette suite est intéressante parce qu'elle a donné lieu à de grands échanges entre une des plus fameuses romancières du XVIIIe siècle, que peu de gens, vous et moi, nous avons lu, mais peut-être personne d'autre, qui est Madame Riccoboni, d'une grande famille de comédiens du théâtre français, et qui estime que son ami Laclos a écrit une monstruosité. Et elle réfute absolument l'idée que développe Laclos dans cette correspondance, à savoir que non seulement il a voulu plaire, séduire, mais aussi être utile. Donc c'est très intéressant de voir ce qu'elle en dit et ce qu'elle en fait. Là aussi, je ne vous raconterai pas. Merci. Oui, j'étais surpris de voir que c'est un combat qu'on retrouve au XVIIe siècle, au XIXe siècle, au XXe siècle et encore maintenant au XXIe siècle, ce combat de l'éducation des filles, depuis Molière jusqu'à nous. C'est un combat universel, puisqu'on le voit un peu partout dans le monde maintenant. Et donc, je pense que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Alors, il faut essayer, dans cette période si difficile pour tous les citoyens et citoyennes que nous sommes, de guerre aux quatre coins du monde et de leurs impacts, c'est merveilleux de pouvoir dire qu'en France, dans la plupart des milieux, nous sommes assez privilégiés pour avoir une éducation complète, longue, gratuite et de qualité. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, nous devons nous réjouir et puis tout faire pour que notre système perdure, mais que nous ayons aussi la conscience que c'est un système qui à tout moment peut être remis en cause, et en tout cas qui n'existe pas dans bon nombre de pays, où il a pu exister de manière marginale et qu'il a été complètement aboli, comme c'est le cas à Kaboul, par exemple, en ce moment. Mais c'est aussi un débat qui est intéressant à penser de manière globale, comme vous le faites, parce que les gens qui sont des profs comme moi, heureux enfants, heureuses filles de l'école républicaine, il est bien évident que la question des contenus de l'éducation, est-ce qu'elle doit être éducation, est-ce qu'elle doit être instruction, contenu des instructions, mais en même temps, est-ce qu'on n'a du coup pas un peu trop négligé le côté éducatif, et du même coup, tout ça c'est très 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 compliqué. Vous voyez à quel point je bafoue presque en m'exprimant ainsi. Il est évident que peut-être que l'éducation nationale devrait peut-être être ne devrait pas être ce qu'elle est, c'est-à-dire en fait une donneuse de savoir précis avec des comportementages, des classes, des concours, des examens, etc. Et elle a peut-être trop négligé le côté
éducatif global, élargissement des savoirs, Merteuil, elle a appris à observer et elle estime que ce qui fait sa force et sa richesse, c'est d'avoir les outils critiques qui lui rendent utiles les observations qu'elle fait du monde tel qu'il va. Et là, dans les systèmes privilégiés de l'Occident tels qu'ils sont aujourd'hui, mais en France peut-être moins qu'ailleurs, cet aspect critique de l'éducation qu'on donne aux enfants à collège, lycée et école a été un peu trop négligé. Je veux dire que c'est un débat philosophique, mais c'est surtout un débat politique, puisqu'il y a encore un certain nombre, peut-être d'entre vous d'ailleurs, qui en histoire estiment qu'il faut revenir à la chronologie, à l'histoire événementielle, au lieu d'apprendre à nos gamins à savoir ce que c'est que la démocratie, que Napoléon, quel type d'homme était-il vraiment. Moi, on m'a appris le long des batailles de Napoléon, et puis je me suis contentée de ça. Il a fallu faire un gros effort pour apprendre autre chose sur le système éducatif ou le système politique tout court de Napoléon. Alors, je suis très peu claire, mais est-ce que je me fais comprendre en disant que là, il y a des enjeux qui sont considérables? Parce que peut-être le meilleur de Laclos, c'est de nous apprendre qu'il ne s'agit pas seulement de nous bourrer le crâne avec des dates, avec des faits, si on est historien ou historienne, ou à résoudre des problèmes, mais à nous montrer à quoi servent les mathématiques. On ne m'a jamais appris à quoi ça servait. Et du coup, j'étais bonne en maths, mais je ne suis pas devenue matheuse. Et ça, c'est quelque chose notamment dont pâtissent beaucoup les filles, qui aujourd'hui, vous le savez, en France, sont bien plus mauvaises que les garçons en sciences dures. Donc, vous avez compris que j'ai osé venir devant vous parce que j'aime les liaisons dangereuses et que j'avais envie de le partager, que j'avais envie que vous le relisiez. Mais il y avait un objectif de ma part un peu plus large, même si je l'ai maladroitement exprimé, à savoir de qu'est-ce qu'une éducation. Je voudrais simplement, si je peux me permettre, je vous remercie pour votre communication très riche et très documentée. Laissez-moi, au début de votre intervention, vous préciser que un des titres qui aurait pu être le titre de ce roman, Les liaisons dangereuses, était le danger des liaisons, n'est-ce pas? De ce point de vue, c'est vraiment intéressant, puisque là, on peut aussi comprendre pourquoi il a placé ce roman sous le patronage de Rousseau, puisque déjà Rousseau, dans les Confessions, notamment au 9e livre, parle du danger des liaisons. Parce que lui-même cherche à créer des liaisons. Donc les liaisons, c'est pas seulement purement d'un point de vue affectif ou sexuel. Bien sûr, les liaisons, c'est aussi l'amitié. Ils appellent ça des liaisons, c'est bien outre que simplement une liaison affective. Et lorsqu'on lit les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, eh bien, toutes ces liaisons, en fait, se pervertissent, se referment, et donc il accuse le danger des liaisons, si je peux me permettre de parler ainsi, de sa solitude. Et je trouve que, de ce point de vue-là, ça peut être une clé aussi de lecture des liaisons dangereuses de Laclos. Il se place aussi, je trouve, sur cette lecture de... C'est pas un pessimisme, mais c'est une très grande lucidité sur la nature humaine. Et ça, de ce point de vue, on pourrait considérer Les liaisons dangereuses comme un chef-d'œuvre qui nous parle encore aujourd'hui, où en fait, d'ouvrir les yeux sur un idéalisme et même des préjugés, mais plutôt optimistes, plutôt négatifs, parce que dès qu'on pense au XVIIIe siècle, on pense aux préjugés, préjugés des races ou autres préjugés aristocratiques, mais des préjugés aussi qui ferment les yeux au nom d'idéaux très élevés, notamment les couvents, où en fait c'est l'innocence complètement aveuglée dont sont victimes ces jeunes filles. Elles sortent innocentes, mais en plus non seulement innocentes de la vie, mais aveugles. Et donc c'est aussi des préjugés dans ce sens-là. Et pour moi, ce roman aujourd'hui nous parle encore aux garçons comme aux filles, aux hommes comme aux femmes, de ne pas se bercer de préjugés, en bien comme en mal, pas seulement comme mal,
Et je trouve que Liaisons dangereuses est aussi un roman où en fait l'éducation est la clé de tout. C'est un roman où il nous dit clairement... Refaites votre phrase, je suis pas sûre. L'éducation Oui. est la clé de tout. Ah oui. Voilà. L'éducation, pas livresque ni conventuelle ou simplement scolaire, mais une éducation en fait qui fait l'expérience de la vie, qui part en fait de l'expérience de la vie et qui tire une morale naturelle, si je peux me permettre de parler comme le XVIIIe siècle, qui juge du bien et du mal à partir de la propre expérience de chacun, qui fait des uns et des autres de la société de son époque. Et donc il parle de la nature, et finalement je trouve que Laclos il nous dit revenons tous à la nature, n'oublions jamais la nature en fait avant toute chose, et retrouvons aussi la nature est l'école un petit peu autant du bien que le mal, on va dire autant du vice que du bien. Pour terminer cette longue intervention, Il faut que je note tout ce que vous dites parce que c'est intéressant. je retrouve le fil de mes pensées. Et j'aime bien cette citation que vous avez mis en exergue. Apprenez qu'on ne sort de l'esclavage que par une grande révolution. Partout où il y a l'esclavage, il peut y avoir l'éducation. Pour moi, c'est très juste, même très beau de l'affirmer encore aujourd'hui au XXIe siècle, dans le sens où malheureusement on essaie de mettre des pansements là où ça saigne, où il y a des choses horribles, et un petit peu d'accommoder les choses, alors qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être bonnes si on ne les soigne pas, pas être en bonne santé si on ne les soigne pas à la racine, et qu'on essaie de soigner les apparences. Pour moi aussi, c'est une des leçons des liaisons dangereuses. Merci. Alors, merci de cette reprise. Alors, je suis contente de savoir qu'on est au moins 2 fans des liaisons dangereuses dans cette assemblée. Votre intervention est d'autant plus intéressante qu'elle relance un certain nombre de problèmes que je n'ai peut-être pas assez clairement évoqués. Le terme de liaison, attention, c'est un mot au XVIIIe siècle qui n'a pas le même sens que le nom d'aujourd'hui. J'ai une liaison, ce serait que j'ai un petit copain, une petite copine. À cette époque-là, le mot de liaison est beaucoup plus large, c'est toute forme de relation sociale. Si bien que les liaisons dangereuses, le danger des liaisons, c'est pas seulement le danger d'avoir une relation hétéronormée avec un espèce de libertin ou de roué, c'est que tout le système social est dangereux. Et c'est en quoi, effectivement, on pourrait dire, et vous entendez le conditionnel, que Laclos est un révolutionnaire. Il ne faut surtout pas être anachronique. Ma citation, j'ai fait exprès d'ailleurs de la choisir, pour vous faire réfléchir les unes et les autres, qu'il n'est pas en train de prévoir la Révolution française. Ce serait complètement idiot de dire ça. Mais il nous offre une échappée philosophique essentielle, c'est-à-dire, et ça vous l'avez fort bien dit, à savoir que ce n'est pas la conciliation, ce n'est pas le compromis qui peut faire changer les choses. Et j'aborde les violences de la Révolution française, je ne suis pas la seule, bien évidemment, mais je suis heureuse que la Révolution française ait été une rupture. Et peut-être fallait-il que certaines têtes tombent pour qu'à jamais il y ait un avant et il y a un après. Et ça, Laclos nous apprend que les gouvernements de compromis, excusez-moi, ça ne marche pas trop bien. Alors, par contre, il y a un point sur lequel vous avez terminé, que je trouve très intéressant, et que je ne sais peut-être pas bien penser, alors que vous l'avez bien formulé, c'est le problème du lien avec la nature. Laclos, notamment dans le 2e traité de l'éducation des femmes, défend une femme naturelle que j'aborde, que je ne souhaite à personne. C'est une femme qui n'a jamais existé, une femme qui ne pourra jamais exister, c'est une femme mythifiée. Et donc, peut-être que Laclos nous apprend encore autre chose que ce que vous avez lancé comme idée, c'est que nous vivons en société, et c'est
avec cette société que nous devons nous battre, et que peut-être certains de nos amis écolos, j'en suis une, tout le monde l'a deviné, végétalienne, enfin tout hein, la petite bobo écolo, c'est pas grave. Mais je ne peux pas penser le retour à la nature. Si jamais la nature a existé, là aussi, gros problème, et c'est pourquoi je ne suis pas rousseauiste, qui nous invente un état primitif qui, n'a jamais existé, et qui n'est peut-être pas désirable, puisqu'il serait au moins aussi contraignant qu'un état social constamment réaménagé, reconstruit. Vous voyez que le débat que vous avez lancé est extrêmement important. Je ne pense pas que je le trancherai de la même manière que vous, mais il faudrait qu'on passe 1 heure ensemble. Et là, je pense que la fatigue est trop grande de moi de la part de la vieille. Mais merci beaucoup d'avoir lancé ce débat. Et de toute façon, Laclos, là aussi, il est formidable. C'est une autre conférence. Hein. Laclos est-il rousseauiste? Alors, je me mets sous la protection de Rousseau, j'écris sur la femme naturelle, puis en fait, les liaisons dangereuses, c'est tout, sauf un projet de retour à la nature. C'est mon point de vue. Mais peut-être que vous n'êtes pas trop ennuyé, que peut-être vous relirez Laclos. Et regardez au moins les films. Ou re-regardez-les avec ce regard nouveau que nos amis nous auront fait. Ouais, je voudrais juste rebondir, c'est une question, sur ce que vous venez de dire. Déjà, 2 choses. La première, c'est que vous parlez du mythe féminin. Vous voulez simplement parler du concept de l'éternel féminin, je pense, qui est vraiment propre à cette époque. Ça n'existe pas. Hein. Oui, voilà. La femme, j'en suis pas. Vous non plus, mes sœurs. Ça n'a jamais existé. Donc en fait, Laclos est un précurseur. En fait, c'est un précurseur. Donc il y a un précurseur de la déconstruction de ce mythe, je pense. C'est ce que vous voulez dire. Enfin, si je vous ai bien compris. Et deuxièmement, le rapport avec Kant, par exemple, ou pour Kant, l'impératif catégorique, où c'est la loi morale pour Kant, c'est la même chose que dignité humaine. Est-ce que vous pensez que ça peut être, on pourrait rapprocher ça du message de Laclos? Voilà. Je pense que, aussi contradictoire que ça peut paraître, et peut-être par rapport à ce que j'ai dit, c'est amouriste. Et effectivement, le primat du moral, il est dans la mouvance kantienne. Alors, c'est la non-philosophe qui ose dire ça. Mais votre lecture me paraît tout à fait pertinente. Et donc, Laclos, pédagogue, je laisse ouvert le débat et peut-être aurez-vous à Jean-Loup, à Rémi, à votre présidente. Si vous avez envie de bafouiller des choses sur j'aime Merteuil, j'aime Tourvel, j'aime la morale de l'histoire, il n'y a pas de morale Nicole Pellegrin, j'ai récolté auprès d'amis Poitvin des textes que j'adore, que je savoure, qui m'ont aidé à repenser certaines des images que je m'étais construites de Laclos. Mais c'est ça que je veux dire, pour finir, mais pas la fin. C'est que Laclos nous offre la possibilité d'imaginer notre Tourvel, d'imaginer notre Merteuil. Et en tout cas, à différents âges de ma vie, je n'ai pas eu la même lecture. Et ça, c'est les grandes œuvres. Celles où on peut rêver, où il y a de la liberté. Et ça, ils ne nous enferment pas. À vous de choisir. Merde. Encore un grand merci. Ça, c'était l'image des liaisons dangereuses de mon grand-père. J'ai trouvé ça il n'y a pas très longtemps. On vous remercie encore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je serais partante pour une conférence sur l'éducation, par Nicole, évidemment. Hein. Mais bon, on va finir cette année avant. Chaque année, un petit chocolat comme ça, c'est une bonne idée, je trouve.
Alors je vous invite tous à nous retrouver le 11 janvier où on entendra Nicole Auger nous parler d'une réinterprétation, relecture du peintre André Dipre par les archives, donc ici, ici. Et puis quant aux membres résidents, la journée de travail commence, mesdames et messieurs. Pas de course jusqu'au musée, s'il vous plaît. Merci. Bonne fête de fin d'année à tous.